Farah, Head of QA chez le groupe Litchi. Judith Carré-Paquet, coach agile qui intervient dans différentes entreprises. Et Florian, product owner à Medic. Donc comme je disais, je vais amorcer la bombe. Alors, donc, moi personnellement, je vais dire testeur ou QA, c'est un chapeau un peu global, hein, ça peut être quality engineer aussi, on ne voulait pas. Donc du coup, j'ai envie de dire, pour vous, dans votre entreprise ou dans les entreprises que vous accompagnez, c'est quoi le rôle du testeur? C'est quoi ses responsabilités? Voilà, c'est un petit début. Alors, pour moi, c'est le garant de la qualité de service dans tout ce qu'elle peut englober, hein, que ce soit la qualité du développement, mais aussi la qualité des services externes, pour en gros, qu'on puisse avoir une continuité de service en production. Alors, pour moi, il va y avoir une différence entre ma perception et ce que je peux voir parfois sur le terrain. Parfois, le testeur est un peu considéré comme une petite main, alors que sa description est plutôt intéressante et c'est vraiment quelqu'un qui va apporter sur la qualité, qui ne va pas juste être là pour tester à la fin le travail fini, mais qui va vraiment accompagner le produit pour lui amener un maximum de qualité. Et ça, c'est super important parce que c'est pas forcément comme ça que le testeur est mis dans les entreprises, en tout cas dans celles où j'interviens. Mais c'est vraiment très important d'avoir un testeur qui soit vraiment là pour accompagner la qualité tout au long de la vie du produit. Et ça, dans certaines entreprises, on le voit, et dans d'autres, on a encore un peu de mal avec cette maturité. Moi, c'est le premier utilisateur que je rencontre. C'est celui qui va me challenger, qui va me dire mais comment ça fonctionne, et pourquoi ça fonctionne comme ça, et est-ce que tu es sûr? C'est la première personne qui va me faire les premiers feedbacks fonctionnels sur ce que j'ai en tête. Des questions? Je continue. Du coup, quelle est la valeur ajoutée des testeurs? Moi, je poserais la question plutôt dans l'autre sens. C'est qu'est-ce qui se passerait si on n'avait pas de testeurs, en fait? Parce que dire que la QA, c'est juste tester, c'est peut-être juste réduire aussi le rôle qui est peut-être parfois plus global que tester. C'est aussi monitorer, comme on a pu le voir. C'est découvrir des bugs, c'est relire des spécifications et peut-être même les valider vraiment avec les devs et le produit. Et donc du coup, je pense qu'on a moi en tant que QA, donc du coup je ne pourrais pas peut-être être objective, mais je pense qu'on a un rôle qui est vraiment l'évaluation du risque et s'assurer qu'on puisse être moteur, que ce soit par rapport aux développeurs et aux produits, pour assurer une bonne qualité de service dans tout ce qu'elle peut englober. Alors, c'est plutôt pas mal ce que tu viens de dire. C'était quoi la question de base? Ah, la valeur ajoutée, parce qu'elle a contourné la question. Donc, pour rebondir par rapport à ce qu'elle dit, en effet, donc la valeur ajoutée, c'est d'avoir quelqu'un qui va amener le produit à être encore plus de bonne qualité. Donc, en effet, pas juste de tester. Et ça serait vraiment dommage de réduire le testeur, le QM, peu importe le nom qu'on lui donne, à ça, mais c'est vraiment quelqu'un qui va accompagner le produit pour amener plus de qualité, une spécification peut-être rechallenger. Je trouvais ça assez intéressant, un petit côté UX aussi, et qui va s'assurer qu'à la fin, quand on est prêt à mettre en production, on a un produit qui est vraiment de qualité parce qu'il est intervenu avant, après, au milieu, et qu'il a été là toute la phase du produit. Donc il apporte vraiment beaucoup de choses à l'ensemble de l'équipe, que ce soit par rapport au product owner, que ce soit dans son équipe de développement. Il va vraiment apporter ce qu'on a parfois pas forcément le temps de faire, ou qu'on ne veut pas faire aussi. Il y a des gens qui ne veulent pas forcément s'attacher à ça. Et lui, grâce à ses compétences et son savoir-faire, il va apporter vraiment cette couche supplémentaire pour s'assurer qu'à la fin, on aura un produit bien meilleur que ce qu'on aurait pu avoir sans sa présence, tout simplement. C'est un mec qui sert à rien. C'est un mec qui sert à rien tant qu'on ne s'est pas mis sur la voie de l'excellence fonctionnelle, en fait. Mais en revanche, le jour où on décide de prendre cette voie et qu'on commence à être user-centrique,
En fait, ça devient la première voix du client, ça devient la personne qui nous inculque les bonnes pratiques, c'est celui qui va effectivement donner du poids à des questions comme, je répéterai 1000 fois, la testabilité, du poids sur comment nos utilisateurs vont vraiment utiliser le service. Tout ça, tant que nous, on ne s'est pas donné les moyens de devenir vraiment bon, on n'a pas besoin de lui. Le jour où on se dit on va devenir meilleur, il devient notre acteur principal. Ça serait bête de penser que tout est dans les mains du développeur ou du product owner. En fait, c'est lui qui est l'interface essentielle entre le product owner, le développeur, le client. Donc oui, il devient essentiel. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Je veux réagir par rapport, là tu dis aussi par rapport aux clients. Pour toi, la qualité doit rencontrer les clients, ce ne serait pas par exemple le rôle plus des product owners? D'accord, est-ce que ce serait pas au product owner de rencontrer les clients? Alors, je pense que c'est à n'importe quel membre de l'équipe de rencontrer ses utilisateurs, il n'y a pas de souci. Le product owner, comme je le vois, il s'intéresse aux douleurs utilisateurs et il essaie de les résoudre. Le QA, il n'est pas exactement là-dedans. Il ne se pose pas la question de comment je vais résoudre les douleurs. Lui, il se dit comment je vais vraiment utiliser le produit. Cette distinction-là, elle est un tout petit peu différente. Est-ce que oui, ça, parce qu'il y a d'autres. Ouais. Non. Parfait. Alors, alors, j'ai bien aimé ton intervention parce que du coup, tu as ouvert une brèche sur un sujet qui m'intéresse. C'est plutôt, aujourd'hui on est dans un contexte agile, ok, on connaît tous plus ou moins l'agilité, du coup je me tourne aussi vers toi. Et dans ce contexte d'agilité, la QA, comme tu l'as dit, ça ne se limite pas à tester. Okay. Donc on a tous conscience de la complexité du métier, de la diversité du métier de QA. Et dans ce contexte agile, comment on peut accompagner les équipes pour ne plus que la QA ne soit un goulot d'étranglement? Alors, on a conscience de l'automatisation, mais c'est un axe de travail, mais quels sont les autres? Alors, moi je pense que même si on est dans un contexte agile, on doit toujours avoir une roadmap, une vision globale des sujets qu'on veut aborder dans l'année, dans le semestre, dans le mois. On doit quand même avoir une vision. Et peut-être qu'il y a du coup un vrai travail de fond à faire entre le produit, la QA et les développeurs, pour qu'au lieu par exemple d'attaquer, si on sait qu'on va prioriser un sujet qui peut avoir des vrais impacts sur la qualité de service, en fait, essayer d'anticiper dès le départ des vraies actions concrètes qu'on peut établir, que ce soit côté la QA ou les développeurs, le produit un peu moins hein, dans ce cas-là, mais typiquement, si on touche à un parcours qui présente un gros risque, on va travailler avec les développeurs. Moi, je vois de mon expérience chez MangoPay et Litchi, on travaille avec les développeurs pour mettre en place dès le départ des tests unitaires, par exemple, sur les parties qui vont poser problème. Et de notre côté aussi, on va essayer de faire un bilan sur les tests automatiques qu'on a déjà en place. Comme ça, en fait, quand on a le projet qui déroule et qu'on est vraiment, le sprint est fini, qu'on se retrouve vraiment en recette, on n'a plus cette angoisse de la longueur de la période de la recette et des tests qu'on va avoir, parce qu'en fait il y a un vrai travail de fond qui a été établi, que ce soit par la QA, que ce soit sur l'automatisation, ou encore de la partie aussi côté dev, qui est les tests unitaires. Parce que la qualité de service ne s'arrête pas côté QA, c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. C'est un travail d'équipe, avec le produit, comme on a dit, avec les devs et les QA. Alors, pour répondre un petit peu aussi à la question,
comment amener ça il y a déjà le fait de rapprocher les gens. C'est un peu comme quand on a un PO qui est un peu éloigné, avec une équipe de développement qui est en silo. Le QS, si on se retrouve dans la même situation, le but c'est de créer un rapprochement. Donc déjà peut-être de montrer que le test ne se limite pas à juste tester à la fin. Donc peut-être sensibiliser là-dessus. Pourquoi pas pour sensibiliser, amener quelqu'un qui a plusieurs années d'expérience en QA et qui va venir pour présenter un peu le travail qu'il fait, qui est bien plus large que peut-être les premières visions qu'ont certaines équipes, et amener peu à peu cette personne à toucher d'autres choses, à l'amener à faire d'autres choses, peut-être qu'il s'il n'est pas formé, évidemment, de le former un minimum, mais de l'amener à faire plus de choses que sur le périmètre qu'on l'a restreint, et de voir qu'au bout d'un moment, on va avoir forcément des succès. En général, quand on a quelqu'un qui s'intéresse à la qualité du produit, il y a quand même assez peu de chances que derrière on ait des gros échecs. On a plutôt tendance à aller vers des succès. Et donc, moi, j'irais plutôt vraiment sur un rapprochement et de rappeler que dans une équipe de développement, il y a des gens, il y a des compétences, et il n'y a pas toi tu es QA donc tu fais que le test, toi tu es que développeur donc front, donc tu vas faire que du front, mais on est une équipe complète, on doit ensemble avancer sur le produit. Désolé pour les grésillements. Oups, problème technique. C'est pas moi, je l'ai fait pas, je suis pas assez vieux pour ça. Et voilà, et vraiment essayer de faire comprendre que tous ensemble, on a quand même une priorité en tant qu'équipe de développement, c'est d'amener l'item et d'amener l'incrément à être de la meilleure qualité possible. Et donc, avec cette personne qui va commencer à apprendre des choses, pourquoi pas aussi avec de l'automatisation, il y a pas mal de choses à faire, et tout ça, peu à peu, on va s'apercevoir que ça va amener une meilleure qualité, ça va amener aussi une fluidité dans le workflow qu'on va avoir, et donc forcément, vraiment, les gens vont commencer à comprendre que ça apporte quelque chose, que c'est pas juste un terme comme ça, c'est pas juste des gens qui parlent en meet-up, mais que ça apporte vraiment quelque chose au produit, et qu'à la fin, quand on se retrouvera avec un produit où on aura beaucoup moins de retours négatifs, que ce soit, ça peut être des problèmes techniques, ça peut être même des problèmes de ressenti utilisateur, parce qu'on a quelqu'un qui s'intéresse beaucoup plus à ça, on va se retrouver forcément avec un ensemble de gens qui vont comprendre l'intérêt de ce rôle. Et il faut y aller étape par étape. Voilà, j'espère avoir, moi en tout cas, répondu. Je te laisse intervenir. Oui, j'avais quelque chose à venir. La notion de goulot d'étranglement. Ouais. Je ne sais pas des conseils, voilà. La première chose à faire, c'est d'arrêter de penser qu'il y a un moment pour le test. D'accord? Le test, c'est à chaque instant. C'est-à-dire qu'au moment où, en tant que QA, je valide des spécifications, je suis déjà en train de raconter comment je testerai le produit. Quand je suis en train de mener un atelier de risque avec des développeurs sur quels vont être les impacts fonctionnels de la nouvelle fonctionnalité, je suis déjà en train de raconter comment ça devrait se passer ma non-régression. Si, ça c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement, si par exemple il y a une colonne recette ou qualité dans le Kanban de l'équipe, une des grandes étapes, ce serait sans doute de la virer et de se dire que, en fait, en revanche, dans la definition of done, on a bien entendu que chaque personne avait effectué des tests d'après ce qui avait été vu et anticipé au début. Le testeur, il teste tout le temps, mais il ne fait pas les tests. Il imagine constamment comment devraient se passer les tests pour transmettre sa compétence. Transmettre ce savoir-faire, c'est ça. Comment tester, c'est un savoir-faire, et c'est pas inné. Comment je peux le transmettre à quelqu'un? C'est pour ça que je mène des ateliers de risque, je participe à la rédaction des UAT, je fais ça. Mais quand il s'agit de vraiment tester, en fait, c'est le jour où effectivement j'ai un peu de fièvre. Mais je ne teste pas. Et pourtant, à chaque étape, j'ai toujours testé. Une question. Ouais, mais Igrési, il va m'exploser la main. J'ai une question, moi, justement, par rapport, tu en as un petit peu parlé là, vers la fin de ta réponse, c'est par rapport à la posture que vous avez, où au final, de ce que vous dites depuis le début, moi, j'entends beaucoup, en fait, une posture presque de coach, coach de l'équipe. Et du coup, quelle est la posture à prendre pour le QA, pour le testeur, et jusqu'où on peut aller en termes de direction, c'est-à-dire une équipe qui ne connaît pas le test, du TDD, des choses comme ça.
comment faire pour, entre guillemets, les pousser à le faire sans être non plus directif, mais pour les amener à le faire. Pour la question coaching, Chicael, c'est pour toi. Mais j'ai aussi des éléments à raconter. Alors, bonne question. Ça va compléter un peu ce que je disais tout à l'heure. Alors, pour moi, en effet, un QA qui commence à avoir de l'expérience, qui est dans une équipe, qui parfois se retrouve dans une nouvelle équipe qui est beaucoup moins sensibilisée à ce type de questions, pour moi, il doit prendre une posture basse et essayer de montrer l'intérêt de faire de la TDD ou de la BDD, de la TDD, peu importe l'ingénierie, le logiciel ou la pratique qu'on va mettre en place. Il doit vraiment sensibiliser les gens et en effet, comme tu dis, ça peut être une posture de coach et c'est plutôt bien d'ailleurs. Après, il doit montrer pourquoi, l'intérêt que ça a. Après, bon, c'est comme dans toute équipe, hein. On ne peut pas forcer les gens si l'équipe ne veut à tout prix pas faire de TDD. On peut même essayer de leur taper dessus, ça ne fonctionnera pas. Donc il vaut mieux essayer de leur montrer l'intérêt, de qu'est-ce que ça va leur apporter. Pourquoi pas de tester au début, mais pas forcément sur l'ensemble, mais de commencer à tester et de voir un peu les résultats que ça va donner. Voilà un petit peu moi comment je le vois. Mais en effet, pour moi, il y a une posture basse à avoir et le testeur peut, et je conseille même qu'il devienne un peu coach de l'équipe sur cette sensibilisation. Quelqu'un d'autre veut prendre la main? Si vous faites attaquer dans le métro et vous criez au secours, au secours, au secours, personne ne va venir vous aider. Si vous criez au secours, au secours, au secours et vous dites toi, aide-moi, cette personne va venir vous aider. C'est ça que j'ai en tête. C'est que s'il y a bien quelque chose dans une équipe, c'est qu'on a toujours des gens qui sont meilleurs, qui ont un meilleur mindset, qui sont prêts à partir avec. Ces gens-là, ils viennent sponsor. Et donc c'est ça, mon premier angle, c'est trouver le premier sponsor. Celui qui va permettre de s'assurer que cette espèce de ventre mou de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas dans le test, va être balayé et emmené. Il y aura toujours des gens réfractaires. Je vais pas, c'est une sorte de caractère. J'ai parlé de subjectivité, d'idiosyncrasie. Il y aura toujours des gens qui seront réfractaires. En revanche, trouver le premier sponsor, c'est déjà la clé d'une vraie réussite. C'est une technique de coach, ça, de toute façon. Absolument. Ouais, pardon. Donc ça va un peu en lien avec ça. Moi j'ai une question très simple. Pour être donc QA, testeur, c'est quoi les compétences? J'en connais un qui va bien répondre à cette question. Ok. Avant d'être QA, moi je suis passé, pour des raisons assez folles, mais je ne vais pas les raconter ici, je suis passé par le service client éthique. Et j'ai été en contact avec nos utilisateurs tous les jours, et effectivement ils vont exprimer leurs problématiques. La première compétence que je vois, c'est effectivement être capable de traduire fonctionnellement ce que fait l'utilisateur. Ça c'est la première chose que je vois. Ensuite, comprendre comment le produit est fabriqué, son architecture technique, etc., c'est une étape supplémentaire, c'est le moment où effectivement on franchit des paliers. Mais s'il y a vraiment quelque chose que je vois sur toutes les personnes que j'ai vues grandir au sein de la QA éthique, c'était que c'était des gens qui étaient capables de comprendre l'utilisateur dans un premier temps. Ça c'est vraiment... je ne sais pas si c'est propre à Mythique, en tout cas c'est le soft skill ultime pour devenir un bon QA. C'est le même que le X-Designer en fait. Tout à fait. Moi je dirais plutôt la créativité. Parce que je pense que c'est un métier qui demande à ce qu'on se pose beaucoup de questions tout au long du processus, du moment de la spécification jusqu'au moment d'aller en production. On doit toujours se poser la question, et qu'est-ce qui se passe si je fais telle ou telle action? Et c'est en fait cette créativité, je pense, qui n'est pas vraiment facile de voir, hein, mais qui nous permet en fait de pouvoir réellement tester et challenger, que ce soit les spécifications, mais aussi de valoriser le risque, parce que parfois en fait c'est juste en pensant à des scénarios typiques ou vraiment par hasard, vraiment tout en étant juste curieux, qu'on tombe sur les vrais cas, on va dire les effets de bord, qui peuvent avoir un énorme impact lors de la mise en production. Donc moi je dirais vraiment que la curiosité c'est le premier pilier. Après bien évidemment il y a
quelque chose qui vient, mais qui ne peut pas être inné et dès que la personne arrive en entreprise, mais qui se construit tout au long de sa carrière et surtout tout au long de qu'elle soit en entreprise, c'est la compréhension du business. Parce que vouloir tout tester, certes, c'est bien, avoir de la curiosité, c'est bien, mais il faut pouvoir tester et aborder les vrais sujets à risque pour l'entreprise qui ont un vrai impact en fait sur le business. C'est ça qui est intéressant. Moi j'ai une question, mais j'aurais pas besoin du micro. Là on parle beaucoup de ce que doit faire le QA, mais en fait le QA doit être où? Est-ce qu'il doit être avec son équipe physiquement? Est-ce qu'il doit être à l'extérieur de l'équipe? Moi je me pose aussi cette question, d'où doit être le QA et comment il doit être intégré? Est-ce que c'est dans une équipe style Feature Team Squad ou c'est dans une équipe de QA? Si tu peux. Donc chez nous, chez MangoPay Litchi, en fait on est vraiment une équipe, on n'est pas en squad team, donc du coup on est une équipe à part entière de QA et on intervient sur les différents projets avec les différentes équipes. Donc c'est quelque chose qui est bien dans le sens où tout le monde a différentes casquettes et donc du coup on est plutôt multidisciplinaire, assez polyvalent. Tout le monde sait faire un peu tout. Après, ça peut être quelque chose qui n'est pas si bien que ça quand on va aller sur des projets qui sont très spécifiques et sur lesquels il faut qu'il y ait une compréhension, on va dire, du produit qui soit assez, on va dire, assez dans les détails. Donc, vu qu'en fait tout le monde est assez polyvalent, c'est dur aussi de se spécialiser. Alors, moi sur le coup, j'irais plutôt à l'inverse. Moi, je verrais plutôt une équipe, comme on peut parler des équipes Scrum, on a des équipes multidisciplinaires qui sont capables d'être vraiment autonomes. Donc pour moi, le QA est plutôt dans l'équipe, il fait partie de cette équipe de développement. Il est une compétence complémentaire à forte valeur ajoutée. Et en effet, ça évite justement de se retrouver avec des personnes qui arrivent, qui débarquent et qui n'ont pas forcément une bonne connaissance. Au moins là, il vit avec le produit, ça devient un peu son bébé aussi, quelque part. Et du coup, c'est vrai qu'il y a plus de facilité qu'il soit de plus en plus productif par rapport à la qualité qu'on va apporter au produit. Donc pour moi, il fait partie intégrée de l'équipe. En revanche, si on se retrouve qu'avec des équipes et des QA, chacun dans leurs équipes, sans avoir d'autres contacts, c'est vrai que ça peut créer aussi une isolation. Donc là, dans ce cas-là, je partirais plutôt sur amener une communauté de pratique de testeurs pour qu'ensemble ils s'alignent. Il y a sûrement des choses à partager ensemble, il y a aussi des choses sur lesquelles s'aligner. Et ce qui permet aussi d'éviter d'avoir l'isolation, de se retrouver dans une seule équipe tout seul parfois, comme ça peut arriver. Oui, je suis un peu... totalement d'accord avec toi. Pour moi, il fait partie de l'équipe. C'est un mec une personne, pardon, qui fait effectivement partie de l'équipe à part entière, qui participe à tous les rituels, qui est présent au quotidien, qui effectivement appartient à une communauté de pratique qui s'appelle la QA, et il a des rituels avec cette communauté-là pour pouvoir échanger, mais à aucun moment il est dissocié de son équipe. Il vit sur les projets, son impact est là, son impact se trouve dès les spécifications, donc il ne peut pas se permettre de venir en dilettante juste un matin par semaine. Alors j'ai deux questions, mais c'est en fait une seule question en deux formulations. Peut-on encore parler de recettes usines en contexte agile? Et ensuite, peut-on tendre vers une culture agile des développements sans adopter des méthodes de conception logicielle, elles-mêmes itératives et incrémentales, comme les test-driven development? Prendre la question. Alors sur la première partie, ouais, si ce que tu entends c'est on arrête les périodes de recettes, oui, on arrête les périodes de recettes. Je suis d'accord à 100%. Le goulot d'étranglement, l'incapacité à délivrer, le fait que la QA soit devenue un petit canard, tout ça, c'est juste les symptômes d'un truc qu'on a mal pensé à l'origine. C'est quand on commence à faire une espèce de cycle en V déguisé sous forme d'agilité. Sur la seconde, je vais peut-être botter en touche. Sur la seconde partie. Mythic arrive très bien à
à livrer, à avoir un niveau de qualité très correct, sans avoir encore embrayé sur du BDD, TDD. Ça, c'est vrai. Donc, personnellement, je pense que je suis pas assez mature pour pouvoir te répondre. Alors, sur la première partie, je vais un peu dans le même sens, même complètement. Avoir des tests complets, en effet, ou même des tests soit complets d'un coup pour toute une release, ou des tests toujours à la fin, pile poil à la fin. On se retrouve soit dans un mini-cycle en V, soit carrément dans un truc waterfall assez fort, et c'est complètement évité. On est dans un monde itératif. Et l'itératif, il concerne tout le monde, vraiment intégralement tout le monde. Et tout le monde, c'est les tests, et d'ailleurs le testeur, il n'intervient pas juste à la fin, il intervient à différents niveaux. Un PO, il n'intervient pas que au début, hein. Des fois il vient aider aussi l'équipe de développement, on ne va pas attendre le sprint suivant ou la sprint planning suivante pour lui poser des questions. Donc on est vraiment dans un système itératif complet. La deuxième question, si tu peux juste me répéter les termes de façon à mieux te répondre. La deuxième question, en fait, c'était peut-on tendre vers une culture agile des développements? Donc, qui dit agilité dit itérativité et incrémentalité, hein, bien sûr, sans adopter des méthodes de conception logicielle qui sont elles-mêmes itératives et incrémentales, comme les test-driven development. Si je vais être plus concret, en fait, c'est peut-on continuer de développer une application en livrant de manière itérative et incrémentale, sans pour autant que la manière de concevoir le code soit elle-même itérative et incrémentale. Et est-ce qu'on peut se permettre de continuer à développer une application en voulant livrer tôt et continuellement, sans pour autant remettre en cause l'ingénierie logicielle, l'ingénierie du code? Et donc, ça touche autant à l'adoption de test-driven development, parce qu'aujourd'hui, en fait, il n'existe rien d'autre que test-driven development pour concevoir le code de manière itérative et incrémentale. Est-ce que c'est plus clair? Alors, si on en arrive aussi à avoir plus de capacité aussi à travailler de façon itérative, c'est que, clairement, par rapport à il y a 20 ans, il y a eu des sacrées évolutions avec l'intégration continue, la livraison continue. On a pas mal d'outils aujourd'hui qui sont quand même de plus en plus performants. Après, est-ce qu'on peut parler d'ingénierie logicielle? C'est quand même plutôt, à mon avis, plus intéressant de fonctionner quand même en mode itératif. Et l'avantage d'avoir des outils sur lesquels on va essayer d'automatiser quand même un certain nombre de choses, pour pas répéter des tests manuellement, pour avoir plus de temps pour faire d'autres choses, probablement qui vont apporter beaucoup plus. Donc cette itération, ce côté itératif est quand même assez important. Donc, ça ne se met pas en place en 2 jours, hein. On peut mettre de l'intégration continue avec de la TDD, voire du TDD et de la TDD. Ça ne se met pas en place du jour au lendemain. Ça demande des adaptations, et pas forcément du QA, mais de l'ensemble de l'équipe, parce que c'est un travail d'équipe. Mais plus on va réussir à faire ça de façon itérative, et moins derrière on se sentira obligé d'aller vérifier constamment notre liste si elle est bonne, avec le stress de mettre en production. Donc le fait à chaque fois de se dire on a une meilleure qualité, et quand on est en down, on a limité au maximum les risques, je dis bien au maximum, on n'est jamais parfait, on a quand même beaucoup moins de peur, et le product owner pour mettre en livraison, ce qui au fur et à mesure va amener d'ailleurs à aller vers de la livraison continue, et alors le summum, quand on est capable de le faire, de partir en déploiement continu, donc avec du monitoring qui va se faire, avec éventuellement du canary release, du Chaos Monkey pour là sur la partie serveur. Donc ça, c'est pas du tout itératif en revanche sur le coup, mais c'est un complément au niveau monitoring. Mais plus on va travailler vraiment sur nos systèmes, sur la qualité de nos systèmes, et on va automatiser ça pour éviter aussi les erreurs humaines, hein, parce que même un QA, un jour il peut être fatigué, un jour il peut avoir des problèmes de famille, il sera à ce moment-là peut-être moins performant, il faut être clair. Et plus on a de chance derrière d'avoir moins de choses à faire et de pouvoir partir vers le summum qui est le déploiement continu. Alors beaucoup en parlent, le déploiement continu, mais il y en a très peu aujourd'hui qui sont capables de le faire en revanche. Je ne sais pas si ça répond à moitié à ta question.
Et en plus, avant même de pouvoir parler de livraison, de développement continu, il faut déjà être capable de faire de l'intégration continue. Aujourd'hui, ce qu'on observe principalement dans les équipes et les entreprises logicielles, c'est pas de l'intégration continue, mais de l'intégration différée. On n'est pas capable de livrer au pied levé et d'intégrer un logiciel sur un quelconque environnement, même pas le premier, même pas pour une version pré-alpha. Rapidement par rapport à ça, c'est assez intéressant parce que parfois, moi, ce que je rencontre aussi, c'est pas forcément qu'on ne peut pas le faire, c'est des fois aussi le mindset amène les gens à se dire on ne va pas le faire. Il y a des boîtes où c'est le PO qui teste, c'est le PO qui valide tout. Donc de toute façon, le QA, tout ce qu'il est, il est juste la petite interface pour dire bon c'est bon, PO, tu peux vérifier de ton côté et tu verras. Alors que normalement, en fait, toute cette partie-là, ça devrait être un mode de confiance dans l'équipe, c'est de la responsabilité de l'équipe de développement de délivrer un produit de qualité. Et le PO, là-dessus, il n'a plus de travail à faire. Lui, son but, c'est de travailler sur le backlog, sur la gestion du backlog. Il peut évidemment regarder son produit pour éventuellement continuer à l'améliorer, c'est l'objectif. Et on me dit que c'est la fin avec un grand smiley souriant, donc j'espère que vous êtes heureux. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas ça conclut pas trop mal par rapport à la discussion. Et donc du coup, évidemment, on n'a plus le temps pour poser d'autres questions. Vous pouvez parler, moi j'ai envie d'en poser une dernière quand même. Vous répondez très rapidement. Bon, l'automatisation des tests, c'est un travail de testeur ou de développeur. Et après ça, on s'arrête et je vous ferai voter sur ce que vous avez pensé de ce format. Moi, je pense que c'est vraiment un travail d'équipe entre le développeur et le QA. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à anticiper les projets et vraiment mettre en place des tests, c'est des tests unitaires, des tests automatiques, une CI, améliorer la CI, peut-être même avoir des nightly builds. Donc vraiment, c'est toute une stratégie qui doit être réellement portée par les trois équipes, le produit, la QA et le développeur. Nous, chez MangoPay, on a même les produits qui nous aident à automatiser nos tests, chose qui est vraiment trop bien. Je ne sais pas si ça se passe pareil aussi chez d'autres, mais du coup, tout le monde est immergé dans l'automatisation de tests et tout le monde est sensibilisé à la cause. Pour moi, la réponse c'est pareil, c'est toute l'équipe. Désolé, je ne peux pas choisir un plus que l'autre. Après, celui qui au début a le plus de compétences que l'autre va sensibiliser les autres, mais je pense que c'est un vrai travail d'équipe. Si jamais c'est juste le QA ou juste le développeur ou juste le PO qui écrit ses tests en Gherkin, on voit aussi des PO qui écrivent leur Gherkin mais qui derrière on n'en fait rien, ça donne pas grand chose. Donc c'est forcément un travail d'équipe. C'est plus performant quand on travaille en équipe. Donc pour moi, cette partie-là est clairement gérée par l'ensemble de l'équipe. Oui, moi je suis 100% en phase, c'est un travail d'équipe. Merci d'être venu.